Bonsoir, bienvenue à cette séance du Ciné-Club consacrée à J'entends plus la guitare de Philippe Garrel. Je suis très content de montrer ce film que j'aime beaucoup évidemment, enfin bon, je dis ça à chaque fois mais c'est vrai. Mais je suis d'autant plus content que c'est la 4e fois qu'on reçoit Philippe Garrel dans le cadre de... Oui, je le montre parce qu'il est là-bas. Là, si tu veux venir. Et voilà, dans le cadre de Ciné Club, les 3 premières, c'était à l'époque où le Ciné Club était à l'Arlequin, mais voilà, je sais pas, ça me fait toujours très plaisir évidemment de montrer ces films, surtout en présence de Philippe Garrel. Et merci beaucoup Philippe d'être là. Alors je sais pas si tu veux dire quelque chose tout de suite. Ouais. J'entends plus la guitare. Le titre du film m'est venu à la mort de ma première femme, qui était une musicienne. Et j'entends plus la guitare, c'est une phrase de studio aussi, c'est-à-dire c'est avec des écouteurs, lors des enregistrements, des orchestrations, j'entends plus la guitare. On remet ça comme ça. Et donc j'ai pensé à ça par rapport à... voilà, ça m'est venu comme ça. Et sinon, voilà. J'aime mieux qu'on fasse une petite rencontre avant le film qu'après et tout, parce que j'aime pas m'expliquer sur mes films, parce que... Bon. Je sais pas, oui, tu veux... Oui, alors moi, donc vous allez peut-être pas poser des questions par anticipation si vous n'avez pas vu le film. Moi, si vous l'avez vu et que vous voulez poser des questions avant, pourquoi pas. Mais donc ouais, peut-être que Philippe ne restera pas pour la discussion. Moi, j'ai des choses à vous dire. Donc il y aura quand même une discussion après, mais voilà. Alors... Non, mais c'est parce que en fait, j'ai la tête dans un nouveau film que je suis en train d'écrire, un autre, et puis j'en ai encore un autre qui n'est pas sorti, et tout, et je fais que... La seule chose qui m'intéresse dans le cinéma, c'est le travail sur les films, de faire les scénarios et faire les tournages. Et le reste, j'ai vraiment pas fait ça pour ça, comme pour l'autre. Alors, je m'adapte un peu, mais c'est pas vraiment Et sinon, voilà, ça c'est j'entends plus la guitare. Alors, non, mais je vais faire sans question, je vais me débrouiller. Alors, quand on avait fait le film, là, c'est Caroline Champetier qui a fait la photo. Et comme vous savez, je suis un disciple de feu Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard a écrit une lettre à Caroline en lui disant « Oh là là, le film, il aimait beaucoup le film. » Et il disait, par exemple, tu as bien, Caroline, attrapé les taches de rousseur sur le visage de l'actrice. Donc, alors, il aimait beaucoup ce film et ça me fait parler des... Alors, c'est Johanna Terster, qui est une Hollandaise qui joue, mais elle joue pas vraiment ma première femme que j'avais perdue, parce qu'en fait, il n'y a pas de ressemblance psychologique entre les personnages de J'entends plus guitare, et ceux qu'ils incarnent. C'est complètement imaginé dans un autre pays, on pourrait dire. C'est comme dans un autre pays, d'autres gens, etc. Et là, je parle de l'amour, de l'amitié, etc. Il y a 4 personnages principaux. Mais c'est pas du tout... on pourrait dire c'est l'inconscient qui est autobiographique, mais sinon, c'est pas incarné directement comme les films américains hollywoodiens où il y a un acteur qui incarne carrément un personnage, un musicien, ou tout ça et tout. C'est pas de cet ordre-là. Et sinon, alors pour parler, je parlais de Johanna Tersterer, et qui était une comédienne que j'avais vue dans un tout petit rôle, dans un film comme ça, un film hollandais. Et sinon, il y a Benoît Regent, qui est un très grand acteur qui a été fauché très jeune, et qui est un être extraordinaire, parce que c'est important que les acteurs sachent très bien jouer et tout ça, mais c'est important aussi que leur être soit suffisant pour qu'on les admire, ou je sais pas et tout. Ça, c'est le cas de Benoît. Sinon, il y a Mireille Perrier. Mireille, j'avais déjà travaillé avec elle et tout, et Mireille Perrier, c'est une très très bonne actrice française, etc., classique, etc. Et
avec qui, oui, c'est quelqu'un à la fois original et qui a un jeu classique que j'aime beaucoup. Et puis sinon, il y a Yann Colette, et qui joue le meilleur ami, donc, parce que c'est deux couples. Et Yann Colette, le producteur m'avait dit, mais ça va pas Philippe, tu te rends pas compte, il a un œil de verre. J'ai dit oui, c'est vrai, il a un œil de verre, mais ça peut pas aller. J'ai dit non, c'est l'inverse, c'est ça qui est très très émouvant, c'est qu'il a un œil de verre. Et je trouve ça très émouvant. Des fois on dirait Stroheim, des fois, qu'il était jeune et tout. Voilà, ça c'est les acteurs. Et puis sinon, alors, ce film-là qui a plu à Godard et tout ça, comme disciple, alors, Godard, moi j'appartiens pas à la nouvelle vague. Des fois je vois écrit que je suis à la nouvelle vague, ni Eustache, qui est le premier qui a commencé derrière la nouvelle vague, ni Jean Eustache, ni Chantal Akerman, deux fois même, là, au passage, n'appartiennent à la nouvelle vague. Ce sont des disciples, de la nouvelle vague. Et à l'étranger, les disciples directs, qui avaient Godard pour maître. Et à l'étranger, il y a eu Fassbinder, qui était un disciple direct de Jean Godard. C'est intéressant quand même parce que... et puis après est venu Léos Carax aussi, qui est un disciple de la nouvelle vague. Mais pour dire, c'est très important parce que le mouvement de la nouvelle vague est très connu dans le monde entier. Et la plupart des gens, ils connaissent le cinéma jusqu'à la nouvelle vague. Ils ne connaissent pas au-delà de la nouvelle vague, quoi. Et nous, comme on est post-nouvelle vague, quoi, c'est comme les post-impressionnistes. Enfin, moi, je ne me prends pas pour Vuillard non plus, mais je veux dire, ils vendaient moins que Vuillard, je suppose, que Renoir, ou je ne sais pas. Alors, pour dire, on n'est pas la nouvelle vague, mais c'est un mouvement qui est derrière et qui trouvera pas sa place dans l'histoire du cinéma si tout le monde arrête de se jeter par la fenêtre. Bon, voilà. Et sinon, j'entends plus la guitare, je sais pas, je vous souhaite une bonne connexion. Tu veux pas que j'ai des petites questions quand même. Bon, d'accord. Alors pour les gens qui ont... Donc je pose des questions aussi qui peuvent concerner les gens qui n'auraient pas vu le film. Je résume très rapidement des choses voilà, que les gens qui connaissent ton cinéma savent, mais... et donc tu as fait des films dans les années 70, notamment 7 films avec cette femme dont tu parles qui est morte, ta première femme qui s'appelait Nico, et vous avez fait des films ensemble dans les années 70. Et dans les années 80, tu as fait des films qui étaient des reprises autobiographiques, mais comme tu dis, l'autobiographie jouait plutôt un rôle d'inconscient que de matière vraiment scénaristique, ou de matière directe d'incarnation par les acteurs. Et je me demandais simplement, puisque tu continues à faire ça en fait, enfin, des films de reprise avec des éléments. C'est Nico qui dit ça. Ouais. Et c'est son analyse de tout là. Ouais. Et voilà, et je me demandais ce qu'aujourd'hui, donc ce film qui date de 91, sachant que depuis, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans, ouais, que tu as fait ce film, quelle place il avait pour toi dans ta filmographie et dans ta vie? Parce que pour moi, enfin bon, c'est pareil. Je ne peux pas dire ça de mes films, mais un grand film, c'est pas un grand film avec Léos Carax sait faire ça très bien, mais je serais incapable d'avoir des plateaux aussi gigantesques que les siens. Pour moi, un grand film, c'est un tout petit film réussi, quoi. Et c'est ça que je trouve. Alors donc, j'ai toujours essayé, mais ce dont tu parles, en fait, c'est plutôt une coïncidence entre mes films d'avant, où j'appartenais à l'underground. Alors là, on était plus. Il y avait Eustache, n'appartenait pas à l'underground pour le coup. Il était tout de suite post-nouvelle vague, on pourrait dire, alors que Chantal Akerman et moi, dès que je parle de Chantal, je suis très ému, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était très proche dans ma vie, et tout ça, bon, bref, on appartenait à l'underground. Et à un moment, dans ce bateau, où il y avait, pour mettre Andy Warhol, et puis c'était sur toute la Terre, il y avait... dans chaque ville, il y avait un petit réseau underground et les films étaient projetés dans des projections qui avaient lieu vraiment par bouche à oreille la plupart du temps, même pas par prospectus. Ouais. C'était un mouvement très intéressant parce qu'il était complètement en dehors de l'art et je trouvais ça, de l'art officiel. Et c'était intéressant de voir des films que personne d'autre ne pouvait voir que les gens qui voyaient les films de l'underground. Bon. Et alors pour s'extraire de ça, parce qu'à un moment, fin des années 70, l'underground a commencé à couler, quoi. Le bateau prenait l'autre de toutes parts. Et il a fallu qu'on se hisse
Chantal est sortie de l'underground avant moi d'ailleurs, elle arrivait à signer carrément avec la Maison et tout ça. Et moi j'ai fait Liberté la nuit, etc., produit par Nina et tout ça. J'ai commencé à avoir des producteurs, donc j'ai commencé à faire inconsciemment un cinéma qui est différent. Et forcément, qui est beaucoup plus narratif, etc., et avec des scénarios, tout ça. Et ça, c'est le premier film justement où j'étais sorti de l'underground tout d'un coup, où j'ai attrapé à Venise un prix, et crac, il est sorti, il a fait 60 000 entrées, ce que je ne faisais pas à l'époque, tout de suite dans la foulée, et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir un salaire décent, et qu'on me produise derrière d'une manière, on pourrait dire, normale et classique, bien que j'ai toujours fait des petits films exprès pour rester libre, mais c'est à partir, c'est de par le petit succès de ce film, que je suis sorti, pas d'underground, parce que je vous ai dit que c'était quelques années avant, et celui-là il est de 90, quand j'ai tourné, il est de 90, oui. Et après ils sont datés toujours les films de leur sortie. Et voilà, donc c'est oui, il est fétiche, chez moi, c'est normal. Hein. Les artistes, je pense que l'homme qui marche, il devait bien aimer ça, quand même, Giacometti, parce que franchement, le jour où il a fait ça, il avait fait ça de quoi gagner sa vie. Voilà. Alors, je ne me rends pas non plus pour Giacometti. Parce que, voilà. Mais sinon, on va regarder le film. Je peux poser une dernière question. Bon, vas-y. Parce que donc tu avais fait des films, tu as fait des films en couleur, en noir et blanc, mais ton noir et blanc est assez fameux, je dirais. Enfin, en tout cas, on a beaucoup parlé, écrit dessus, etc. Et dans les années 70, tu as fait des films en couleur, et dans les années 80, cette époque-là, cette rupture, à partir de L'Enfant secret, tes films sont en noir et blanc. Et ça, c'est le premier film en couleur de cette série-là. Et je voulais savoir pourquoi. Enfin... c'est parce que Henri Langlois m'a dit, Philippe, parce qu'Henri Langlois était un de mes mentors, à part Jean-Luc Godard, mon maître, et puis Henri Langlois, un mentor. Et il me disait, Philippe, abandonne, parce qu'à un moment, mes films ne passaient qu'à la Cinémathèque. À l'époque underground, en France, c'était à la Cinémathèque que ça passait. Et donc, n'abandonne jamais le noir et blanc. Alors, il expliquait ça parce que c'est l'origine, donc c'est pas possible. On ne peut pas perdre l'origine. Donc, il y aura toujours... et donc, voilà. Et puis sinon, c'est pour une autre raison. Alors, elle est plus c'est quand on a fait 4 films en noir et blanc, on a envie de faire un film en couleur, parce que le monde devient vraiment gris, quoi. Bon. Mais je vais vous déprimer. On parle des temps qui courent. On regarde le film, non? Ouais. Alors, merci beaucoup, Philippe. Et voilà, donc bonne collection. Je signale quand même, puisque tu évoquais Chantal Akerman, je signale que par le hasard des ressorties, des projections, en ce moment même, dans une autre salle du cinéma, passe Jeanne Dielman, qui est ressortie voilà, mercredi. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure donc, pour une discussion.